et former des formateurs aussi. Quelque chose qui devient aujourd'hui assez sensible s'il faut faire de la massification. Et je ne sais pas à quelle mesure on pourrait écrire des projets de loi qui valorisent la beauté et le soin. Mais en tout cas, je pense que si on ose aller à ce niveau-là, de parler, je ne sais pas, vraiment écrire un article de loi sur le droit de fleurir et de se le permettre, je pense qu'il faut, dans l'usage des termes, dans l'usage de, en tout cas la manière de dire les choses, de les nommer, pouvoir créer des espaces où la parole dit bien ce qui se passe. Voilà. Je pense que, voilà, en tout cas, nous, dans ce qu'on fait avec Frédéric, sur ces sujets-là, à la croisée, il se passe énormément de choses qu'on n'arrive pas toujours à dire, à matérialiser concrètement dans ce qui est, quoi, dans la matière. Merci. Bonjour, donc Rémi Beauvisage, moi je suis fondateur et j'ai été dirigeant pendant un peu plus de 30 ans de la SIC, ce qui est devenu aujourd'hui une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle Apishbat Coopérative. Une entreprise de 30 salariés spécialisée en construction et rénovation écologique, et c'est une entreprise d'insertion. Apishbat, depuis le départ, est convaincu que l'activité économique porteuse de sens et source d'inclusion pour les personnes en difficulté. Donc on s'est installé dans un quartier d'habitat social, d'abord à Aulnay-sous-Bois, puis à Saint-Denis. Et l'idée, c'était de permettre aux personnes issues de ces quartiers de pouvoir, au départ, accéder à un emploi, mais pas n'importe quel emploi, on va dire plutôt un travail. Alors en fait, on s'est assez vite heurté à des difficultés, c'est que la représentation de ces personnes pour les métiers du bâtiment est très négative. C'est-à-dire quelqu'un qui, à l'heure actuelle, se trouve dans un quartier, il a beaucoup de difficultés à intégrer une entreprise de bâtiment. Il y vient en général par défaut. Donc, on est venu à la construction écologique avec derrière cette idée-là. On avait bien sûr, dès le départ, des convictions environnementales très fortes, mais l'idée, c'était aussi pour nous de dire comment permettre à des personnes qui sont loin du travail, qui souhaitent intégrer peut-être un travail autour du bâtiment. C'était un défi pour nous de leur dire comment on va faire en sorte qu'elles puissent trouver à l'intérieur de ce secteur la possibilité de réellement acquérir un savoir-faire et faire un travail et pas être simplement des employés, des opérateurs. Voilà. Donc on est venu à la construction écologique il y a un peu plus de 20 ans, à l'époque où on n'en parlait pas vraiment. Comment d'abord par le bois. Alors, on est à l'heure actuelle complètement sur bois terre-paille, et depuis un petit moment, je vous détaillerai dans 3 minutes et demie les chantiers qu'on est en train de faire, qui sont plutôt intéressants, sur la manière dont ont procédé les maîtres d'ouvrage, puisque c'est des chantiers publics. Donc la manière dont ont procédé les maîtres d'ouvrage pour pouvoir réaliser ces chantiers. Je suis par ailleurs membre d'un réseau qui s'appelle le réseau Éco-Bâtir et qui réfléchit, lui, depuis une trentaine d'années qui est convaincu de la nécessité de changer le système de production dans le bâtiment. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que propose Philippe, même si ça ne va pas être simple. Et puis je suis aussi membre fondateur de Construire Solidaire, qui est une autre SIC, je cumule les casquettes, qui est un PTCE, un pôle territorial de coopération économique qui rassemble différents acteurs en fait, de la construction écologique et du logement très social, et sur lequel on essaye aussi de participer à la structuration de la terre crue, parce qu'on sent bien que dans une région comme l'Île-de-France, sur lequel il n'y a pas de culture constructive autour de la terre crue, contrairement à d'autres régions de France. Mais par contre, il y a des gisements, des ressources qui apparaissent. C'est-à-dire qu'à Pige, je travaillais en terre crue depuis une bonne vingtaine d'années, et on allait à la briqueterie d'Alonne, que vous connaissez tous, qui est le seul endroit où vous pouvez trouver de la terre préparée, et qui est à côté de Beauvais. C'est une briqueterie, une ancienne briqueterie.
Et par contre, l'intérêt de la terre crue, je ne vais pas reprendre ce qui a été développé par les amis des bâtisseuses. Pour les personnes avec lesquelles on travaille, ça semblait intéressant, au-delà de tout l'aspect environnemental sur lequel vous avez insisté, et les uns et les autres. Alors en fait, je vais prendre mes 10 minutes, moi, j'avais préparé des choses. Construire le changement de nos matériaux et les systèmes constructifs avec les travailleurs du bâtiment, j'ai retourné ça dans tous les sens, et c'est pas facile. Alors, entrepreneur, je suis de fait, oui, lié au monde du bâtiment. Alors, le monde du bâtiment, c'est pas un monde homogène. Donc, 3 éléments de contexte. Le secteur du bâtiment, c'est 1 200 000 salariés. C'est à peu près la moitié, il y a 350 000 entreprises artisanales. Et c'est 350 000 entreprises artisanales qui nous concernent plus, parce que dans les 1 200 000 salariés, on va retrouver effectivement les grands groupes du bâtiment et qui travaillent, on va dire, davantage sur les travaux publics que sur la construction ou la rénovation. 80% des entreprises artisanales ont moins de 20 salariés. Donc on sent que par rapport à ce qu'on dit, c'est une cible intéressante, mais pour avoir vécu à l'intérieur d'une entreprise de taille modeste, la complication, c'est comment on arrive à se former, si on rejoint la formation, quand on est dans des entreprises de petite taille. Quel temps on a, sur quoi on peut compter, quel financement, et puis surtout, comment faire en sorte que les professionnels du bâtiment avec lesquels, parce que c'est eux qui vont mettre en œuvre un moment, comment faire en sorte qu'eux aussi soient formés. Et on se rend compte que c'est loin d'être simple. Voilà. Donc sur ces éléments de contexte, les artisans nous disent effectivement que 55% de leur chiffre d'affaires, ça c'est les chiffres CAPEB, hein, sont en entretien-réparation et 45% dans le neuf. Autre indication, les petites entreprises artisanales, le chiffre d'affaires des marchés publics représente pour elles 30%, ce qui est pas beaucoup. On peut à mon avis mieux faire. Alors, en regardant de près comment on peut travailler sur ce changement, une entreprise, ce n'est pas le maître d'ouvrage, donc il va falloir s'intéresser à la fois au maître d'ouvrage et au prescripteur, voilà, maître d'œuvre. Mais en même temps, la dimension territoriale semble la plus pertinente pour arriver à transformer quoi que ce soit. Et moi, je pense qu'il faut insister là-dessus, c'est-à-dire que même en milieu urbain, puisque Apige évolue à Saint-Denis, voilà, c'était pas facile, mais on arrivait à sortir des chantiers en construction écologique, essentiellement avec des bailleurs sociaux plutôt motivés, avec des particuliers. Effectivement, donc, cette dimension territoriale, à mon avis, peut être le moyen et le bras de levier qui peut permettre de dire on va travailler localement avec les ressources locales. Et on va, je ne sais pas, mais convaincre, si on veut travailler avec la filière bâtiment, c'est travailler avec les organismes des métiers, avec la CAPEB, en leur disant, et il y a un moment où il va falloir contraindre, enfin bon, voilà, puisque ces entreprises répondent à des marchés, si dans les marchés on met des clauses, et si dans ces clauses il y a le fait de travailler sur des matériaux locaux, les entreprises vont y aller, clairement. Si en plus on leur dit, bah, écoutez, vous êtes des entreprises locales, et on va privilégier, parce que là aussi il y aura des clauses qui ne sont pas possibles actuellement, il y aura aussi des clauses qui vont privilégier la main-d'œuvre locale. Là on tombe dans un cercle, à mon avis, vertueux, qui est de dire, les collectivités territoriales, les donneurs d'ordre, donc les marchés publics, récupèrent de l'argent public et vont le réinjecter sur leur territoire. Donc là, on est dans un cercle qui vont faire que la population locale, c'est ce que tu exprimais en disant, localement, il va y avoir des retombées, c'est-à-dire qu'à partir d'un dispositif mis en place, on cherche les retombées locales. Donc, comment attaquer les professionnels ? Ben, par le local, effectivement, et
essayer autant que faire se peut de travailler sur et avec les petites entreprises. Et comment faire donc pour travailler avec les petites entreprises? Donc, je peux vous détailler, on est à l'heure actuelle en train de faire 2 chantiers pour la mairie de Rosny-sous-Bois. Un premier chantier qui s'est terminé, qui était en paille porteuse, pour une école. Donc c'est un bâtiment public en paille porteuse. On verra quels sont les freins après. La paille porteuse n'a pas de règles professionnelles, contrairement à l'isolation paille. Et malgré tout, donc, on a réussi à faire un bâtiment public. Alors, comment s'y est pris en fait la collectivité? Elle a d'abord cherché une entreprise locale, c'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, elle l'a mis en pratique. Elle a été, on va dire, force de proposition. Alors, c'est une maîtrise d'ouvrage qui a intégré sa maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'à la fois les architectes, les bureaux d'études sont intégrés à la ville de Rosny-sous-Bois. Et on dit, on va faire un bâtiment à faible impact, à plus faible impact écologique, et on va en même temps démontrer que la paille porteuse, c'est quelque chose avec lequel on peut travailler. Juste une toute petite digression pour dire que quand on veut arriver à des règles professionnelles, c'est-à-dire quand on veut travailler sur des nouvelles techniques, on a à notre disposition pas tant de choses que ça. Il y a les ATEX, en fait, voilà, qui sont un peu expérimentales. Et puis, il y a l'idée, c'est d'arriver à des règles professionnelles qui vont faire qu'on va pouvoir installer réellement des entreprises sur le secteur et sur la paille porteuse. Je pense que Benoît le développera un petit peu après, autour de la paille. Montrer le livre déjà de loin. Voilà, mais ça, c'est les règles pro sur, en fait, l'isolation paille. La paille porteuse, vous servez de paille, vous servez de ballot de paille pour construire votre bâtiment en paroi. Donc, comment faire pour réaliser des règles pro? Il faut prouver que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on est un peu à l'inverse. C'est-à-dire on ne vous dit pas, OK, on sait que ça fonctionne parce que ça existe, mine de rien, la technique paille porteuse depuis un siècle, ailleurs, aux États-Unis, Nebraska, ça vient de là. On vous dit, non, il va falloir que vous montriez que vous avez fait des bâtiments, et à partir de là, vous pourrez avoir des règles professionnelles. Donc, la ville de Rosny, ou plutôt le service recherche, développement de la ville, prend des risques en disant, OK, on va sur la paille porteuse, on trouve l'entreprise, et finalement, qu'est-ce qui nous manque, nous, collectivité, pour pouvoir assurer cette affaire? C'est précisément que l'entreprise soit assurée, puisque finalement, dans le bâtiment, on veut rassurer tout le monde, donc il faut une garantie, responsabilité civile et décennale. Et quand il n'y a pas de règles professionnelles, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise va voir son assureur, elle essaye de le convaincre, c'est ce qu'on a fait, on y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour leur dire effectivement, on peut vous assurer que ça va tenir parce qu'on a des exemples, parce qu'on travaille avec des bureaux d'études qui sont compétents, parce que, etc., ça a déjà été réalisé. Et finalement, on passe en technique non courante, ce qui fait que la prime d'assurance est plus chère. Donc là, premier petit souci, vous faites de l'expérimentation d'un côté, vous allez y passer plus de temps, et vous êtes un peu pénalisé parce que, effectivement, vous n'avez pas l'assurance en technique courante, vous êtes en technique non courante. Comment peut-on travailler là-dessus? Ça serait, je veux bien en reparler pendant 2 heures avec vous, mais le système assurantiel français, on peut le rénover. Il faut le rénover, il faut arrêter de faire en sorte qu'il y en ait qui s'engraissent sur le dos des pauvres entreprises. Ça faciliterait grandement les choses. Mais pour vous démontrer ça, il faudrait un petit peu plus de temps. Donc si je reviens à cette histoire de comment a fait le maître d'ouvrage, donc la ville de Rosny, elle est venue nous chercher en disant « Est-ce que vous sauriez faire de la paille ?» À l'époque, on n'en avait jamais fait. Mais on a travaillé avec des gens qui savaient faire, c'est-à-dire qu'on a appelé des personnes qui nous ont formés. Donc là, quel type de formation? Transmission. Ça marche aussi très très bien, c'est-à-dire des personnes qui savent avant. C'est aussi vrai pour la terre. Il y a aussi la possibilité de dire quand on a un certain acquis au milieu de certaines compétences, on peut à partir de là assez facilement acquérir d'autres compétences. Vous allez me dire, mais l'appel d'offres, ils sont venus vous voir avant. On est sur un marché public, bizarre cette affaire-là, parce qu'un marché public, on n'a pas le droit de contacter les entreprises avant. Voilà. Là aussi, à mon sens, on peut mieux faire sur le code des marchés publics.
il y a une dérogation au Code des marchés publics quand on travaille effectivement sur de l'expérimentation, ce qui était le cas. Donc ils sont venus nous trouver et dans ce cadre-là, il y a, alors je pourrais vous redonner les détails, hein, mais il y a une procédure qui permet de dire on travaille en amont avec les entreprises et on travaille après le rendu des offres. Il y a une concurrence entre différentes entreprises et on travaille après le rendu des offres avec ces entreprises pour la phase de négociation, pour éviter que ça déborde et que ça dérive. La collectivité s'est également engagée à nous accompagner tout le long du chantier, on va dire, du premier chantier qu'on a fait avec eux. Et on a été effectivement, voilà, on a travaillé en proche collaboration, coopération avec les bureaux techniques intégrés à la ville. Une chose aussi importante dans le bâtiment, il y a des bureaux de contrôle. Le bureau de contrôle, c'est aussi lui qui va dire c'est possible ou c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'assureur vous dit c'est possible ou c'est pas possible d'aller vers de l'expérimentation, d'aller vers autre chose. Et là, vous êtes un peu soumis. Il faut se battre en premier lieu pour réussir ça. Et le bureau de contrôle, c'est la deuxième chose. Donc, la collectivité territoriale qui souhaite faire effectivement un travail autour d'une innovation, d'expérimentation à partir des matériaux biosourcés, ce qu'il va falloir faire parce qu'on est loin d'être au bout de ce que l'on peut faire avec ces matériaux, il faut avoir un bureau de contrôle qui ait confiance, qui connaisse, qui sache, qui se renseigne, qu'aille chercher, et c'est aussi du temps pour lui, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Voilà, je pourrais dire que la ville de Rosny, pour finir, donc ce chantier s'est bien passé, l'école existe, elle a fonctionné à temps, elle est ouverte. C'est un dortoir, en fait, c'était une extension. Il y a eu un enduit terre à l'intérieur. On ne va pas rappeler les qualités de la terre crue, mais elles sont nombreuses. Un enduit chaussable à l'extérieur, qui fait qu'on évite toutes les membranes. Enfin, si vous êtes un peu technicien dans le bâtiment, l'étanchéité à l'air, etc., on réduit énormément, en fait, en travaillant directement sur la paille avec des enduits, terre d'un côté, chaussable de l'autre, ou terre des deux côtés, enfin, tout est possible. Voilà. Donc cette école fonctionne bien, et juste pour dire que la collectivité territoriale souhaitait aussi aller un peu plus loin dans cette histoire d'acte de construire, et justement essayer de favoriser la communication dans ce qu'elle faisait, et d'avoir une démarche complètement citoyenne. Donc il y a eu à la fois la réalisation de briques d'adobe en participation avec les habitants, avec les centres de loisirs, briques d'adobe qui ont été intégrées au marché. Il y a eu des visites régulières des classes, des écoles primaires qui sont venues pendant le temps de visite d'école, qui ont fait des reportages voilà, sur comment fait-on pour construire, puisque c'était une école. Et enfin, une troisième chose assez remarquable, c'était le travail avec les associations locales de femmes qui tricotaient, retraitées, parce que l'idée était de dire, pour cette école, en fait, il y a la prévision qu'on risque fort de manquer d'électricité dans un moment, que ça sera compliqué pour chauffer, même si c'est une école passive. Et même si c'est un chauffage gaz, je crois, l'idée c'était de dire dans le préau on aura un poêle de masse, et s'il fait froid, on donnera en fait des gilets aux enfants de l'école maternelle. Donc les tricoteuses ont travaillé pour que chacun des enfants puisse avoir son gilet quand il faisait froid. Voilà. Alors, voilà 2 mots, et puis après j'arrête. Je peux continuer pendant un moment. 2 mots sur le bois, parce qu'en fait Michel m'a dit ouais, mais sur le bois j'aurais bien aimé qu'on en dise 2 mots. Alors je vais vous rassurer, d'un côté la production des bâtiments en bois progresse, bonne nouvelle. Et puis je vais vous donner une très mauvaise nouvelle, c'est que la forêt française va de plus en plus mal. Voilà. Donc quand on dit bois, on n'a pas tout dit et on n'a pas gagné, et c'est pas parce qu'il y a un bâtiment qui va être en bois paille que l'on aura forcément avancé. Il y a un bâtiment qui a été réalisé, je crois, du côté de Strasbourg, par Eiffage, dont le maître d'ouvrage est Buis de Construction. C'est étonnant, il se retrouve de temps en temps. C'est un 11 étages en bois. Donc j'ai regardé, je me suis dit, ah merde, tiens, celui-là, je ne l'avais pas vu passer.
Et 11 étages en bois, en KLH, tout nous vient d'Autriche. Ça m'a fait plaisir parce que l'Autriche, il y a le Vorarlberg. Mais là, en l'occurrence, ça ne vient pas du Vorarlberg. Hein. Le Vorarlberg, qui est un Länder d'Autriche qui a développé, enfin, si vous savez, mais qui a développé en fait une manière particulière de travailler avec le bois. Enfin, l'essentiel, on va dire, des techniques constructives bois qui nous sont arrivées 15 ans plus tard, ça vient du Vorarlberg. Et en fait, pour la petite histoire, le Vorarlberg avait choisi de ne pas accepter de centrale nucléaire sur son territoire. Et donc, ils ont dû inventer une autre manière de produire, une autre manière de faire. Et le Vorarlberg, alors qu'il est, va pas si mal que ça. Si vous avez l'occasion d'aller y faire un tour, vous verrez que c'est assez intéressant ce qu'ils ont réussi à faire. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'il y a bois et bois. Et qu'en fait, il faut vraiment aller dans le sens de ce que Michel disait, c'est-à-dire de nouveau le local. Alors, avec la ville de Rosny, on continue puisqu'ils sont prêts, ils sont dans les starting blocks et qu'ils ont envie de continuer les expérimentations. Ils disent maintenant, ok, on construit en bois les charpentes, on est en train de finir un centre de loisirs de 1000 m², paille porteuse, structure bois, 1000 m², c'est pas rien. De nouveau paille porteuse, en R+1, on est allé à la limite de ce qu'on pouvait faire là, au niveau de la descente de charge, ça a été compliqué, mais on y arrive. Mais en même temps, l'idée, ça a été de dire, on ne veut pas de bois lamelé collé, on ne veut pas de bois préparé, pré-industriel, on préfère avoir du bois le plus local possible, et par exemple, on va remplacer ces poutres en lamelé collé qui peuvent reprendre des charges énormes, par du bois, par des poutres en treillis. Hein. Treillis, vous allez vite comprendre, vous en avez tous vu, on met 2 poutres et puis on reprend les charges en fait entre le haut et le bas de cette poutre. Donc l'idée c'est de se dire, le bois, il faut qu'on arrête aussi de continuer à aller dans la forêt sur laquelle, à l'heure actuelle, il y a une productivité qui est demandée énorme. Des machines, ça s'appelle des abatteuses, qui vous laissent un désert une fois qu'elles sont passées. Il faut arrêter ça. Et donc, il faut avoir aussi avec le bois le raisonnement de quel type de bois, où j'habite et comment je vais m'en servir. Et dans les expérimentations intéressantes que l'on va faire, puisqu'on ne l'a pas encore fait, c'est de faire avec du peuplier local qui va venir de l'Oise, qui va venir peut-être de Seine-et-Marne. On va faire du bois brûlé en bardage. Et le bois brûlé va être réalisé par des personnes en formation, insertion, parce que c'est aussi une technique un petit peu particulière. Et c'est surtout donc travailler avec des matériaux les moins transformés possibles au moment où ils arrivent sur le chantier. Donc c'est vraiment, peut-être je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer, mais c'est vraiment ce qu'il faut réussir à faire donc dans les appels d'offres. Et qui peut être moteur de ça? Pour nous, c'est forcément les marchés publics, c'est forcément les collectivités territoriales. On va dire que ça existe, qu'il y a des particuliers qui sont convaincus depuis longtemps et on peut travailler avec des particuliers et faire une maison. Et c'est sympathique, mais ça a un impact beaucoup plus fort si c'est effectivement une collectivité territoriale qui dit, dans mon cahier des charges, à partir de maintenant, il n'y aura plus 1 euro, et c'est ce que je vous propose, il n'y aura plus 1 euro d'argent public qui sera dépensé dans les ouvrages, quel que soit l'ouvrage d'ailleurs, qui n'aura pas de biosourcé, qui ne fera pas attention à ces différents indicateurs là qu'on vient de voir, c'est-à-dire travaille avec les entreprises locales et les personnes locales, travaille autour de l'insertion, de la formation et des savoir-faire avec les personnes, et puis travaille avec les matériaux les plus locaux possibles. Et quand on regarde bien, on voit que le secteur du bâtiment dans son ensemble est très fortement financé. C'est des milliards qui se baladent entre ce que donne l'ADEME pour la rénovation. L'ADEME paye d'ailleurs assez facilement, pas du tout les biosourcés, mais paye assez facilement toutes les laines minérales, par exemple. Il y a zéro souci par l'intermédiaire de l'ANA. Enfin, voilà. Donc là, je pense qu'il y a vraiment, si on veut pousser le bouchon plus loin, comme Michel nous a indiqué, en fait, la manière d'appréhender le problème, à la fois au niveau de ce bilan carbone et du mur qui est devant nous, parce que
il y a des raisons sociales, mais il y a des raisons environnementales évidentes qui font que, je termine là-dessus, la France est le pays le plus impacté d'Europe au niveau des catastrophes naturelles, on va dire. C'est pas le plus impacté du monde. Je crois que la France se trouve en 11e position. Il y en a qui sont beaucoup plus mal placés que nous. Et ça, donc, c'est le système assurantiel qui nous montre, et en fait, on ne s'en rend pas compte parce que je regardais ma prime d'assurance que je viens de recevoir, comme beaucoup d'entre vous, je pense, là, dernièrement. Et vous avez effectivement un moment, catastrophe naturelle. Et puis, on augmente la cotisation catastrophe naturelle qui va concerner effectivement tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est inondation, et je crois qu'on a été servi l'année dernière, et tout ce qui a été également problème dû au vent, aux tornades. Donc, que la France soit en pointe là-dessus, je pense qu'il faut le mettre en avant, c'est qu'on est directement impacté. Sûrement moins que le Bangladesh qui aura les pieds dans l'eau dans pas longtemps, mais... Merci beaucoup. Alors moi j'ai plusieurs questions et peut-être que si vous en avez d'abord, peut-être vous laisser d'abord si quelqu'un a des questions. Vas-y. Oui, mais juste une petite question. Bon, je ne sais pas si vous connaissez tout, je viens de La Réunion, j'arrive tout juste. Et très honnêtement, j'avais dit à Rachel que j'allais rester une demi-heure, mais c'est tellement intéressant que je reste. Je ne sais pas combien de temps encore, il y a tout à faire, mais c'est très très intéressant. Juste un truc, peut-être que c'est volontaire, à aucun moment on a parlé argent. Et donc le coût de construction, s'il y a quelques pistes, parce que malheureusement on est dans une société où on combat toujours, même s'il y a une urgence écologique, et encore plus chez nous, dans les Outre-mer, on a tendance à dire l'Outre-mer, mais c'est les Outre-mer, et donc en fonction de là où on se trouve, des difficultés pour financer, des difficultés pour se loger, et l'idéal, en même temps on se dit dans l'Outre-mer, il y a tout, mais non, le bois c'est rare, la paille c'est rare, la terre oui, C'est surtout la terre. déjà pas mal. Et donc, mais en même temps aussi, à l'époque, moi je me rappelle tout petit, on voyait encore ce qu'on appelait les cases en paille, cases en terre. Et ça résistait au cyclone, alors que maintenant les bâtiments d'aujourd'hui ne résistent plus. Et se pose notre problème, parce que l'idéal ce serait d'aller vers ce genre de construction, mais il y a plus grand monde qui maîtrise les techniques sur les territoires, mais il n'y a plus personne qui maîtrise. Donc voilà, moi c'était... Voilà. Et peut-être que je vais rebondir sur la question de Jean-Luc pour prolonger un peu avec Michel. Une des choses dont on avait parlé, c'était à un moment, tu cherchais, si je ne me trompe pas, à faire financer une étude sur les différents modes de construction par rapport à quelle terre est présente sur le territoire. Ça rejoint aussi ce que vous disiez à la fin. Moi, je suis en train de travailler en ce moment sur justement les forêts comme bien commun, comment on n'adapte pas la forêt à l'industrie, mais au contraire, comment est-ce qu'on utilise localement les ressources. C'est ce que vous avez dit à plusieurs d'entre vous. Et justement, sur cette transmission de connaissances, vous disiez les TPE font un gros travail dessus. Est-ce que ça, c'est aussi un frein ou non? Est-ce qu'il y a un problème de savoir-faire sur les différentes méthodes de construction selon les matériaux qu'il y a? J'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus. Est-ce que ça, c'est une difficulté sur laquelle il y a encore besoin de continuer ou non? Je peux répondre là-dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cultures constructives dans l'histoire de l'architecture ont toujours été développées par rapport à une matière locale, une ressource locale. Donc selon que vous vous trouvez en France, par exemple en Rhône-Alpes, en Alsace, en Ardèche, la terre que vous allez trouver, par exemple, si je parle que de terre, n'est pas la même, et donc elle a vu émerger des techniques qui sont différentes. En Rhône-Alpes, vous allez voir du pisé, de la terre compactée, en Ardèche autre chose, dans le nord de la France autre chose, dans les Pyrénées autre chose, etc. Donc déjà, il y a un premier sujet là-dessus. Après, sur les matériaux naturels, en général, attention aussi, on ne parle pas forcément que de 3 matériaux, bois, terre, paille, il y a aussi la pierre. Et en fait, donc c'est bois, terre, fibre, pierre. En fait, quand on analyse un territoire, quand on analyse un milieu dans lequel on va intervenir, les premiers grands sujets qu'on doit se poser justement, c'est quelle est la ressource disponible.
Et effectivement, ces ressources ont vu émerger dans l'histoire, des cultures constructives spécifiques. Et donc là, on est dans un paradigme de la construction, de l'architecture qui est bien particulier, qui est celui de l'architecture vernaculaire depuis la nuit des temps. Or, en fait, depuis la modernité, c'est-à-dire depuis 250 ans, et puis avec un grand boom au XXe siècle, ce paradigme de la construction et de l'architecture, et c'est inversé. C'est qu'on est dans une logique qui est beaucoup plus industrielle, et donc la question, c'est de savoir comment on fait pour produire plus en masse, et on est aussi dans des logiques de l'idée et des concepts. Moi-même, en tant qu'architecte, et pour tous les architectes qui ont été formés comme ça, à produire des concepts et des idées, puis après à voir comment on allait les construire. Or, en fait, se réapproprier la matière locale, la ressource locale, c'est réinverser le paradigme de la conception de la ville et de l'architecture. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que, du coup, on se réinterroge sur la ressource et de la manière dont on peut la retransformer localement, que ce soit La Réunion, que ce soit en métropole, que ce soit ailleurs, de manière à ce qu'on puisse refaire émerger, avec les connaissances contemporaines, des techniques et des mises en œuvre qui soient spécifiques, et donc du coup, potentiellement, comme ça avait été évoqué à un moment donné, des nouvelles architectures et de nouvelles façons de faire la ville. C'est toi qui parlais de ça au début. Donc des villes qui soient plus denses, des villes qui soient pas forcément organisées de la même manière que depuis un siècle. Quoi. Et c'est ça qui est fascinant. Et on peut, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, à partir du moment où on a une vision, une analyse bien cohérente du milieu dans lequel on s'insère, faire émerger de nouvelles choses. Et c'est ça qui est fascinant, en fait, en tout cas dans ce métier, dans ce domaine-là. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose, peut-être En fait, ce que dit Paul Emmanuel, ça va directement ensuite avoir des retombées économiques sur un territoire. C'est intimement lié, en fait, puisque même la montée en compétence des personnes qui ont la compréhension de cette ressource locale, que ce soit au niveau des collectivités et ensuite au niveau des personnes qui les extraient, qui les mettent en œuvre et qui les retraitent en fin de vie. Tout ça, c'est des richesses propres au lieu, donc, et qui se transmettent. Enfin, donc, ça a des retombées économiques énormes. Et ce sont des choses non délocalisables une fois qu'elles sont instituées. Et qui ont un épuisement qui est incomparable par rapport à... Puisqu'on parle de ressources pour la plupart qui se régénèrent. Donc en fait, l'épuisement n'est pas comparable à celui que génère l'industrie focalisée sur des centres de production extrêmement prédateurs. Ouais. Mais justement, en fait, si... Pardon, allez-y. Oui, donc juste très court. Ok, merci. Très très court. Qui à l'heure actuelle forme les artisans du bâtiment par rapport à la transmission? C'est Point Pessima. En fait, les artisans sont formés par les marchands de matériaux. C'est dramatique, mais c'est comme ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que l'artisan n'a pas le temps d'aller... voilà. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'entreprise s'adapte. C'est-à-dire que si à un moment, il y a des marchés autour de la terre crue, c'est évident que l'entreprise va se donner les moyens de former et qu'il faudra qu'elle trouve effectivement les formations et le type de formation. Parce qu'autour de la terre, le type de formation, pour moi, c'est quelque chose qui doit passer effectivement plus par de la transmission. Il y a un gros travail qui a été fait par la Confédération de construction terre crue sur le guide des bonnes pratiques. Enfin, le guide des bonnes pratiques a été fait avant. Mais c'est très intéressant, tout le travail qui a été produit par les différents réseaux là, locaux pour arriver effectivement à dire on peut faire du pisé, comment on peut faire du pisé, comment on peut faire de l'enduit, à partir de quelle terre, de quel espace, etc., etc. Parce que je pense que chez vous, peut-être il y a du pisé à faire, et après c'est culturellement comment la terre est perçue. Parce que la terre, c'est très souvent associé dans notre culture à la pauvreté. Voilà. Donc là, après, ça pose d'autres soucis sur lesquels il faut aussi travailler localement. Ouais, je vais prendre les tours de parole parce qu'il y a là, mais du coup, si j'ai bien compris, mais du coup, Michel, tu vas compléter aussi, pour répondre très précisément à la question de Jean-Hugues, c'est pas moins cher, mais par contre, en fait, tout le coût qui n'est pas mis, qui est une externalité négative, comme ils aiment dire en économie, en fait, d'aller jusqu'à une raréfaction des ressources et de créer des déchets par tonne et par tonne. Donc déjà, il n'y a pas ça parce qu'on est sur
des choses qui peuvent se régénérer. Et puis avec des salariés qui, pour le coup, ont un travail dont le sens est quand même beaucoup plus fort que de faire des choses en détaché comme ça, avec un savoir-faire réapproprié et avec des conditions qui sont quand même beaucoup plus dignes quand on parlait de travailleurs détachés. Mais même, on peut parler de la sous-traitance, parce que typiquement, on est sur des chantiers, parfois, je regardais dans le secteur de la construction classique, on va appeler ça comme ça, il y a parfois jusqu'à 22 niveaux de sous-traitance, donc on est quand même sur des gens qui sont quand même sacrément maltraités au travail, quoi. Vas-y Michel, et puis après je vais continuer le... Vas-y. Alors moi, pour essayer de répondre à Jean-Luc, les matériaux, ils sont moins chers. C'est pas Jean-Luc, c'est Jean-Luc. Mais c'est pas grave. Donc les matériaux, en gros, ils sont moins chers parce que la terre d'un chantier d'excavation, le ballot de paille du voisin ou le bois, il y a vraiment moyen d'avoir une extraction. En tout cas, je ne parle pas du bois, hein, mais là je maîtrise moins, mais en tout cas la terre du chantier, elle est moins chère. Ce qu'il y a, c'est qu'on va développer, nous, des procédés où on va mettre en avant le travailleur, et donc il y aura besoin d'une intensité sociale qui sera plus élevée. Comme il y a plus de création d'emplois, comme j'ai parlé tout à l'heure, on est à 1,2 million et j'ai dit qu'on allait créer 1 million d'emplois si on changeait nos systèmes constructifs, il faut les payer, ce 1,2 million. Mais quelque part, tout ça est réinvesti dans l'économie après, et donc au total, c'est un réinvestissement économique. Simplement, j'ai vraiment envie de pousser un coup de gueulante sur la question du travail, et je vais être court là-dessus, mais c'est que réellement, on a des portes qui se bloquent à tous les moments parce que toujours sont privilégiés les gros du bâtiment. Moi, je prends un exemple, ça fait 5 ans que j'essaye de monter un TP maçon bâti ancien avec une spécialité terre crue, et aujourd'hui, j'attends encore la réponse pour savoir si on va pouvoir le faire. C'est un TP officiel. On a eu une reconnaissance de l'UNESCO par rapport comme patrimoine mondial, par rapport à la construction pour préserver le patrimoine mondial. En fait, on accumule les choses officielles, les rencontres officielles. J'ai par exemple eu plus de 50 lettres d'entreprises qui me disent « Nous, on a plein de boulot pour faire ça ». J'avais 150 candidats. J'avais 40 lettres d'architectes qui disaient « Nous, on a des projets ». Et c'est impossible, on nous ferme toutes les portes et c'est pour 12 personnes. Et il faut se battre, faut se battre. Et en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que, et ça a été la même chose, comme le disait, parce que moi je voulais faire vraiment un travail de recherche, parce que la grosse difficulté, c'est que nous, on part que les travailleurs vont produire leur mortier dans la construction terre. On dit que les travailleurs, ils doivent se réapproprier ça, c'est l'objet du deuxième débat. Parce que dans le béton, aujourd'hui, on a désapproprié, les gens, ils font du prêt à poser, et c'est l'industrie qui gère tout ça, et on dit, c'est les ingénieurs Bac plus 15 qui vont faire ça, et tout ça, ça se paye, tandis que nous, on est au processus où on a besoin de se réapproprier. D'abord là-dedans, si jamais on devait retravailler avec les travailleurs cimentiers, eux, ils ont un pouvoir sur la question de la création du matériau. J'ai listé tous les ingénieurs de process, tous les techniciens qu'il y a et qui travaillent, les techniciens de laboratoire, qui pourraient travailler à chaque fois dans des projets de moyenne taille pour être réinvestis dans cette économie sociale. Mais je pousse une gueulante, c'est que pour tout, par exemple à l'ADEME, la fois dernière, je travaillais sur un projet de 2 millions d'euros pour se réapproprier des recettes mondiales, pour travailler avec les terres locales, pour faire du bien commun, pour que les travailleurs aient des facilités pour créer des mortiers sur site. Tout ça, c'est fermé. Vous devez être une multinationale qui a 2 millions d'euros et il n'y a aucun projet pour une réappropriation de nos communs. Ça n'existe pas. On s'en fout de vous, quoi. Et donc, globalement, tout est fait pour Vinci, Bouygues et Total et Lafarge. Et c'est à eux qu'on donne l'isolation à 1 euro. C'est à eux qu'on donne tout, quoi. Moi, voilà. J'ai dit à ma manière. Alors ensuite, ensuite Delphine, et ensuite je vous inscris tous les deux. J'en remettrai une couche pour pas que vous restiez sur votre faim. Sur la question du coût, je dirais qu'il faut comparer les choses qui sont comparables. À qualité équivalente, c'est que c'est pas plus cher. Et après, effectivement, l'argent il va pas au même endroit. Et c'est exactement pareil que l'alimentation. Et je pense qu'à La Réunion, vous êtes bien... vous importez des matériaux de construction et vous importez de la nourriture aussi. Et c'est ça qui rend la vie chère. Et la question de la réappropriation, on peut se réapproprier l'alimentation à construction. Et de la fibre, vous en avez beaucoup. Dans notre terme. Aussi. Non, mais ça crée du lien aussi. Delphine ? La fibre, c'est du lien. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que vous disiez un petit peu aussi sur le rapport aux matériaux de la population. Moi, j'avais écouté l'émission France Culture sur ce que vous aviez fait à Rony, où justement, on entendait les tricoteuses, c'est-à-dire le lien avec
costauds, le fait que c'est les parents d'élèves qui sont venus construire le mur d'enceinte, hein, si je ne m'abuse, avec les briques. En tout cas, il y avait la fabrication de briques par... et c'est comment à un moment on change aussi les mentalités, parce qu'on a cette espèce d'idée complètement fictive que le béton, c'est super costaud, que ça ne coulera pas, que c'est béton. Voilà. Et donc, moi, voilà, il y a cette... Pour moi, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et je ne sais pas comment, si ce n'est par des expériences et des réalisations qui montrent que c'est possible, mais sauf que, si j'ai bien compris, il y a quand même beaucoup de freins qui sont mis en place. Donc, certes, les collectivités territoriales, elles peuvent être des donneuses d'ordre, en gros, qui amènent tout ça, mais comment on peut généraliser ça d'un point de vue législatif, en fait, parce que nous, on réfléchit aussi d'un point de vue législatif. Vous avez évoqué la question, en tout cas, des assurances. On est preneur aussi parce qu'on a eu, voilà, en tout cas, et la question des catastrophes naturelles, c'est des éléments sur lesquels Mathilde travaille par ailleurs. Donc voilà, donc on est preneur, je dis ça, moi je travaille pour Mathilde, mais tout ce que vous avez dit les uns et les autres, si vous voulez bien, en plus de ce qu'on a écouté et pris en note, vous nous envoyez en papier. De traduire, voilà, en fait. Ouais, voilà. En Vos termes préconisations, préconisation. ça nous aide, nous, à avancer. Donc Alors, voilà, c'est comment le lien avec les populations locales. Et puis, sur la formation, quand vous dites, en gros, aujourd'hui, ceux qui forment les artisans du bâtiment sont les marchands de matériaux. Et quand Michel parlait des Greta, de tous ces, parce qu'il y a beaucoup de reconversions professionnelles, alors ils sont en train de fermer de plus en plus tous ces centres de reconversion professionnelle, tous les lycées ou établissements professionnels qui dépendent soit du ministère de l'Agriculture, je passe en parlant d'horticulture ou ailleurs. Comment on fait pour préserver ça? Donc il y a aussi tout un volet dans la loi qui doit être sur le développement de la formation et la renationalisation, si je peux dire, de la formation, en tout cas sortir les marchands de la chaîne de commande, en fait. Voilà. On l'a vu aux États-Unis avec d'autres secteurs, c'est ce que disait Naomi Klein dans nos logos, c'est comment on forme le mec qui est prêt à travailler juste pour McDo, mais qui n'est pas foutu de faire autre chose ailleurs. C'est les entreprises qui payent les formations. J'avais vu ça sur l'électricité aussi, je ne sais plus. Il y avait 2-3 secteurs comme ça, et on se targuait de financement, de collaboration avec les entreprises, mais on voit bien que ça amène à une perte de compétences. Donc toutes ces informations-là, je pense qu'elles nous seront super utiles. Juste par rapport toujours au prix, en fait. Les matériaux naturels, les 4 familles de matériaux naturels dont on parle, qui sont fortement décarbonés, pourquoi ils sont décarbonés? C'est parce qu'ils sont crus. Donc on parle là de cru et de cuit, comme en parlait Lévi-Strauss. Donc d'un côté, on a le cuit qui demande énormément d'énergie, l'aluminium, le ciment, les aciers, le plastique, tous les polyuréthanes, etc., tous les produits dérivés du pétrole. Et de l'autre côté, on a des matériaux qui sont crus, terre, pierre, fibre, bois. La question, en fait, du prix, elle est essentiellement liée au coût de la cuisson. Moi, je crois pas, j'aimerais, j'adorerais que les bâtiments biosourcés soient moins chers. Or, non. J'en construis pas mal, et pour l'instant, la terre, à chaque fois, ça sort 15-20% plus cher. J'arrive pas à faire moins cher. Pourtant, je travaille beaucoup, j'ai des gens en permanence dans l'agence qui réfléchissent à comment on baisse les coûts. À Paille, je connais moins, et mes collègues connaissent mieux. Mais pour l'instant, ça sort plus cher. Comment on fait pour que ça soit moins cher? En fait, il suffirait de taxer plus l'énergie et de taxer moins le travail. Exactement. Et en fait, ça se résume juste à ça. Tant que l'énergie sera largement subventionnée au regard du travail, et ben, les matériaux naturels, faiblement carbonés, coûteront plus cher pour la construction. Et donc je pense que là, il y a un déséquilibre fondamental qui est lié au cru et au cuit. Comme juste un petit truc en plus sur la question des appels d'offres et au local, je me confronte depuis 15 ans à ce problème-là. Je fais partie aussi de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques. En fait, on n'a pas le droit de favoriser des entreprises locales. C'est interdit par la loi européenne. Et si vous voulez changer ça, nous on adorerait changer ça, et je pense qu'il faut absolument arriver à le changer. Il faut aller au niveau européen. Mais il y a des moyens de contourner déjà au niveau local. On peut voir, il y a plein de, je pense que tout ce qui est l'expérimentation dont tu parlais, mais bon, l'expérimentation c'est quelques bâtiments, si on veut faire beaucoup de bâtiments, c'est compliqué. Oui, Frédéric. Mais pour rebondir exactement sur ce que vous êtes en train de dire, je pense qu'il faut avoir une grande confiance aussi dans une forme d'éducation qui peut se donner pour faire des choix de consommation d'une part, des choix de formation d'autre part,
des choix personnels des personnes dans leur propre parcours de vie, vers quel type de construction elles vont aller quand elles s'engagent dans le bâtiment. Ça semble anecdotique, mais en fait, ça n'allait pas du tout. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, on était à un autre endroit de la discussion, mais ça me semble intéressant de faire le détour par la question de la santé publique. Le coût de la santé publique, puisqu'on a parlé de pollution, on a parlé donc il y a les pollutions de l'air en général, il y a la pollution de l'air intérieur par les COV, il y a des pollutions liées à l'artificialisation en fait, de nos environnements. La mise en œuvre. Il y a des personnes impactées par la mise en œuvre de produits qui sont dangereux pour leur santé malgré les protections qui sont mises en place. Ce coût est énorme. Et je rajoute à ça le coût qui est peut-être le plus énorme, c'est celui de la perte de sens de personnes qui sont en décrochage. Et là, on est bien placé pour en témoigner. On rencontre des personnes qui sont vraiment brisées par leur parcours de vie et qui ont simplement à peine la quarantaine. Donc il n'est pas possible que le système de travail tel qu'il est organisé laisse sur le carreau des personnes qui ont pour elles la vigueur, la santé, l'intelligence. Il y a ici quelque chose qui est fondamental. Et en fait, pour prendre l'exemple de la formation qu'on a eue tout récemment, qui a duré en tout cas sur le module sur lequel on est intervenu, on a été en contact avec ces 12 personnes 1 mois. Et ça ne prend pas beaucoup de temps de parler de la question du sens. Et ça n'est pas une question de compétence, c'est pas une question de jusqu'à où on est allé à l'école. C'est pas du tout comme ça. C'est immédiat la réception. Et c'est immédiat l'engagement et le retour d'une forme de libre arbitre. C'est même pas une question d'utilité sociale, c'est une question d'intensité de l'action de chacun. Et du coup, dès qu'elle prend sens et qu'elle s'inscrit dans un effort qui peut se relier aux autres, dès qu'on sent que la personne se réinscrit dans le lien avec sa société et du coup dans un effort qu'elle sent nécessaire, etc., ça repart. Et l'énergie, et cette énergie, elle n'est pas quantifiable en termes d'argent. L'énergie qu'on a déjà, on l'a reçue à la naissance. Cette énergie-là, elle est à notre disposition pour faire ce changement de pratique et ce changement culturel. Et si je vais un peu plus loin, et après je repasse la parole, et on a parlé beaucoup des assurances. La façon dont les assurances, elles vont juguler toutes les étapes là, de la conception jusqu'à la réalisation. En fait, la sectorisation des tâches, et du coup la perte de connexion avec l'étape d'avant, l'étape d'après, elle a fait qu'il faut assurer alors chaque tâche, chaque étape de la construction, individuellement, comme ça, par silo. En réalité, si on reprend, si on reprend une logique de filière, si on reprend une logique de intersectorielle comme ça, on va faire sauter certaines nécessités assurantielles qu'on semble avoir aujourd'hui. En réalité, la plupart sont superflues. Comment on s'assure dans la vie réelle? On s'assure par l'expérience. On a au-dessus de nous des personnes plus expérimentées qui ont un regard sur notre travail, qui valident, qui préviennent. Je veux dire, si on le prend de manière très, très intuitive, c'est ça l'assurance. C'est se prémunir des risques, donc c'est les analyser et donc c'est mettre en place des choses pour les éviter. Donc ça passe par le lien. Et donc ça va loin dans la ramification de comment on construit tout le système éducatif et comment on s'adresse au libre arbitre de chacun, à son inscription dans son environnement et dans ses liens avec les autres. Du coup, si on pense aussi que dans ce changement culturel, il y aura naturellement un changement il y aura des assurances qui s'avéreront complètement superflues. Même aujourd'hui, si on le voit dans nos filières, puisque les acteurs sont aujourd'hui peu, ils se connaissent. Donc il y a des étapes qui sautent, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. On va droit au but pour que les choses puissent se réaliser. Et ça, c'est parce qu'il y a une mise en lien, où il y a une compréhension de la globalité des choses. Voilà. Et oui, pour être la seconde voix de Fred, en réfléchissant beaucoup sur ces sujets-là, finalement,
et du coût dans la construction en terre crue. Peut-être pour ne pas taxer, comment on peut donner de la valeur vous parlez d'externalité, mais voilà, à ces conséquences positives de construire un bâtiment écologique en terre, en bois, etc. Comment les impacts positifs à l'échelle de l'environnement peuvent avoir une valeur? Quelle valeur leur donner? Et qui puissent peut-être être mesurés de manière monétaire et peser sur la balance. C'est la même chose pour le sens qu'on redonne au travail, la question patrimoniale qui est remise sur la table. Comment on donne de la valeur à ça? Et je pense que ce serait intéressant de travailler aussi à ce niveau-là, de ne pas être dans la taxation, comme vous le dites, qui est une bonne solution, mais aussi remettre de la valeur sur un impact positif et dire que quand on construit écologiquement, on crée de la valeur à certains espaces voilà, qui doivent compter. Oui, vas-y, et puis après... Juste une petite intervention, parce que moi, je suis élu local et je me rends compte que beaucoup de gens ont des demandes par rapport à de la construction écologique et que le frein essentiel, c'est l'accès à des personnes compétentes, à des entreprises petites ou moyennes compétentes. Et donc l'enjeu que porte le projet de cycle terre et du PEF, c'est d'avoir ces professionnels. Et on a parlé tout à l'heure de la durée des formations qui est courte aujourd'hui et qui est prodiguée par des personnes qui fabriquent des matériaux, je ne sais pas, le placo-plâtre. Nous, voilà, la proposition de Sevran, elle est de créer un matériau biosourcé. Mais justement, les bâtisseuses étant là, la durée de cette formation-là, elle les a préparées à quel... parce que c'est là, c'est court. C'est court. Justement, pour obtenir réellement des personnes compétentes et qui puissent avoir la chaîne des savoirs, qu'est-ce qu'on peut monter comme dispositif plus ambitieux encore et comment on peut démultiplier ces 12, parce que je crois qu'il y a 70 personnes qui ont postulé, il y en a 12 qui ont été retenues. Est-ce que c'est pas trop court et est-ce qu'on va pas être... comment ça va se passer sur le terrain quand ces personnes-là vont devoir aller travailler concrètement? Alors, d'abord, après je vais répondre et puis après Michel. Très vite pour redonner la parole. Effectivement, moi je pense qu'il faut passer du coût à la valeur. Enfin, c'est ce que tu disais et c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour répondre à la question, oui, taxer le travail, ça, on sait le faire et c'est bien. Taxer l'énergie, on ne sait pas le faire. Taxer l'industriel, on ne sait pas le faire. Et donc là, il y a un rééquilibre à faire si on veut arriver à des opérations qui soient, des opérations biosourcées qui vont faire intervenir beaucoup de main-d'œuvre, donc on gagne d'un côté, qui vont participer au paiement de ma retraite, et ça j'y tiens, et peut-être de la vôtre, j'y tiens aussi, allez, dans ma grande générosité, mais donc passer du coup à la valeur, je pense que c'est important. Le réseau Ecobâtir travaille sur l'intensité sociale et en développant davantage cette histoire-là. Donc, je ne vais pas y venir parce que ça serait un petit peu long. Après, dans les formations, ce qui était passé comme une formation, on n'a pas du tout parlé de la RGE sur laquelle j'ai besoin de taper un moment sur la tête de la RGE parce que ça nous a énervé profondément. RGE, c'est reconnu, les entreprises reconnues garantes de l'environnement. Donc, ce n'était pas une formation, c'était une information auprès des entreprises. Et en général, entre celui qui suivait cette information et celui qui travaillait sur le chantier, qui lui devait effectivement regarder l'étanchéité à l'air de son bâtiment, il s'est rien passé. Voilà. Résultat, on est RGE, ça rassure tout le monde, mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, ça a coûté aussi beaucoup d'argent, cette histoire-là, et ça continue d'en coûter beaucoup, à la fois aux artisans qui râlent et aux petites entreprises. Et puis sur l'assurance, il y a eu aussi un travail qui a été fait donc, par le réseau Ecobâtir que je me propose peut-être d'envoyer à Michel qui vous transmettra, parce que c'est un boulot qui a été fait pour la DHUP, sur lequel ça a duré pendant 2 ou 3 ans.
Voilà, et qui explique assez bien ce qui se passe sur le système assurantiel français, parce que l'idée c'était de comparer le système assurantiel français, le système assurantiel allemand qui n'a pas de décennale, ou le système assurantiel anglais et le système assurantiel suisse. Voilà, donc ce travail a été fait et c'est pas inintéressant. Ouais, alors je vais donner la parole à vous deux, puis après on va clore cette table ronde là, mais évidemment avec plaisir pour nous envoyer des choses en plus, et puis voilà, de toute façon après on sera en lien, donc avec plaisir pour la suite. Et juste pour compléter un tout petit peu la question qui a été faite, j'en profite que c'est vous qui alliez répondre. Là, dans les exemples qui ont été donnés, si je ne me trompe pas, c'est plutôt des personnes qui viennent nouvellement dans le secteur de la construction. Est-ce que si on pense aussi la bifurcation dont qu'on aurait besoin de faire, sur les questions de durée de formation, qu'est-ce que ça pourrait être aussi les formations qui permettent aux travailleurs aussi de bifurquer puis de ne pas se sentir en défiance ou abandonnés face à ce changement de mode et de système de construction qu'on devrait faire, peut-être pour compléter aussi. Vous voulez commencer ou... C'était justement ça que j'allais... Ok, bah alors vas-y, commence. Parce qu'en fait, voilà, je voulais faire venir Romain Demort, qui est maçon classique, que j'ai rencontré et qui n'a pas su venir parce que bon, il habite à côté de chez moi et c'était tellement difficile pour les transports, il devait ne pas aller parce qu'il est professeur de maçonnerie. Romain, je l'ai rencontré dans un EREA il y a 2 ans, il m'a vu apparaître, il était un écolo convaincu, il faisait du ciment tous les jours, et puis il a simplement regardé ce qu'on faisait quand on a passé notre examen, il s'est dit, putain, qu'est-ce que c'est de 6 femmes qui font de la maçonnerie, parce que j'avais fait une formation sans fond, parce que j'avais quasi eu pas de force de subvention, sauf avec quelques élus de la France Insoumise, où j'avais pu réussir à avoir des aides de Pôle emploi local à certains endroits. Et il était totalement étonné de voir 6 femmes et 2 mecs qui travaillaient, et il a été super intéressé par ce qu'on faisait. Et il était professeur de maçonnerie classique, il m'a dit, moi je veux travailler comme ça avec mes élèves. Donc ça part que de la base. Maintenant, ce gars-là ne fait que ça avec ses élèves, il fait de la maçonnerie en terre, il travaille avec du bois, de la paille, etc., dans un lycée professionnel hyper classique. Et il est hyper intéressé. Pourquoi ? Parce que ses élèves, il a ressenti une autre énergie. Il travaillait avec des élèves des cités de Marseille. Il y a des élèves d'abord qui ont restauré en partie une école à la Viste. Je ne sais pas si tu fais les liens, Mathilde. Et ces élèves-là, dans la cité, eh bien, en fait, ils étaient beaucoup plus intéressés. Alors au départ, ils rigolaient un peu avec ce genre de matériaux. Mais pour se bagarrer d'abord à la récré, ils s'abîmaient moins les uns les autres. Et puis, il y a eu un intérêt parce qu'ils se disaient... ah ben tiens, si je le touche, le matériau, avant j'ai toujours pris des gants à tout moment, puis ils ont été vraiment intéressés par cette dynamique. Et lui surtout, il parle 1000 fois mieux que moi avec ses collègues. La dernière fois au lycée de Martin-Bray, où on va faire, nous, notre TP maçon bâti ancien, eh bien, il y avait tous ses collègues de maçonnerie. Il y avait même un collègue un peu d'extrême droite qui rigolait de nous. Je veux dire, c'est quoi ces babas cool qui commencent à faire des trucs? Eh bien, ils étaient super intéressés. Pourquoi? Parce que nous, on part des bases de la maçonnerie. On monte des murs droits, on travaille au niveau, on travaille à l'aplomb. Et donc, en gros, sur la formation, en fait, sur la manière de construire, c'est une formation qui est quasi identique à condition qu'on voit dans l'art de l'artisan. Par contre, la différence fondamentale, elle est sur la capacité de produire un mortier, par exemple, sur la question de la terre. Sur la question du bois, il y a des très bonnes formations, le CAP charpente, le BTP charpente, c'est des très bonnes formations, qui n'est pas la même chose que les formateurs montage d'ossature bois, des formations du prêt-à-poser qui sont réfléchies par des industriels. Mais en fait, il y a une base qui est très importante, et donc en fait, cette connaissance du matériau qui est différent, et cette préparation du matériau, elle demande quoi, 6 à 8 semaines pour un maçon classique, quoi. C'est pas quelque chose de davantage, quoi, cette transformation. Après, c'est quand même aussi une culture, une approche différente. Mais ça, en général, vous savez, les gars, c'est justement, c'est de tout ce qu'ils rêvent. Faut arrêter, c'est de tout ce qu'ils rêvent, quoi. Puis moi aussi, je les taquine parce que je mets un peu de méthylcellulose. Et moi, c'est ce qu'on mettait avant comme fumier dans les murs en terre crue. Puis ils voient que c'est une résistance mécanique aussi forte que leur ciment. Et puis ils sont tout contents à dire que j'y ai mis aucun polymère. Et c'est pour ça, par contre, moi, vraiment ma lutte, c'est que demain, on n'utilise pas la charge de terre pour faire du ciment avec le truc. Et ça, c'est vraiment mon angoisse, parce que demain, c'est ce qu'on va dire. On va dire, écologiquement, on va faire ça, on va vous sortir 36 000 trucs comme ça. Et moi, c'est dans des débats où je préfère honnêtement qu'on n'utilise que du ciment que commencer à vendre de l'écologie avec 10% de ciment et 90% de terre, où en fait, on sera dans un autre univers, on n'aura rien gagné, on n'aura pas changé au fond nos choses, quoi. Ok, merci.
Merci beaucoup. Ouais. Ouais, il y a deux choses. Il y a la transférabilité des connaissances des personnes qui sont déjà dans le bâtiment, ça c'est une évidence en fait. Ça se fait, la bascule se fait très aisément pour les personnes qui sont déjà dans la maçonnerie ou bien dans la poser un isolant. Enfin, c'est des choses qui sont communes, où il y a un savoir-faire partagé. Effectivement, après Michel parlait de la spécificité du matériau qui change selon le site d'extraction, pour la terre en tout cas. Donc savoir qu'on a une autonomie dans son analyse et savoir formuler un mortier à partir de ça, c'est des connaissances que quand on les a acquises, on les valorise énormément. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà dans le bâtiment. Le temps de formation peut être relativement restreint. Et en fait, on a vu des entreprises complètement basculer. Par exemple, Franck Lamy, qui est dans la Meuse, une entreprise qui avait 5 salariés. Dès lors il s'est formé d'abord en tant que chef d'entreprise. Il est allé un peu comme pionnier, et puis ensuite il a envoyé tous ces gars se former. L'entreprise, elle a fait sa petite révolution, on va dire, en l'espace d'un an et demi, c'était plié. Et après, il ne s'adressait que au marché du biosourcé. Et sans perte de chiffre d'affaires, sans que la transition soit complexe et douloureuse. Il y a beaucoup d'expériences comme ça. La difficulté maintenant, elle va porter sur les personnes qui entrent dans la filière, où là effectivement tous les référentiels qui ont été créés le sont plus destinés sur de la pose. La compréhension de l'objet construit et de ses entrants, justement, et de ses impacts sur le territoire et même sur l'usage, parce que on pourrait même parler de la formation des architectes. C'est très, ça va très loin. C'est l'analyse de ces impacts et la conscience de ces impacts. C'est de ça qu'on devrait repartir à tous les niveaux. Du coup, le temps de formation, là, il est le temps de formation qu'on connaît aujourd'hui, mais à travers des valeurs différentes. Donc comment on fait pour s'infiltrer en fait dans ce système et puis l'irriguer de ces valeurs-là. La question, elle est complètement ouverte. On vit simplement quelque chose, je crois. C'est aussi quelque chose une parole qu'on aimait porter avec Eugénie ici, c'est que on vit des choses qui nous donnent confiance aujourd'hui, à travers les formations qu'on réalise. C'est plutôt extrêmement positif. Et les résultats sont très rapides chez les personnes. La réception est très bonne. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas une question de niveau scolaire. Donc c'est pas une question, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de lien. Donc je sais pas comment le dire en termes plus concrets, c'est-à-dire justement, s'il fallait le traduire en préconisation, ça ressemblerait à quoi? C'est à construire, vraiment. Ouais. Oui, c'est à adapter, et c'est ce qu'on a fait. Ça manque de stage d'application aussi. C'est possible de former, pour vous donner un exemple, la première expérimentation pour les personnes réfugiées, qu'il fallait accompagner aussi sur des savoirs de base, comme les mathématiques, la communication, etc. Il y a eu un temps pour ça. Et il y a eu un temps de formation pratique avec un chantier sur la base d'un lieu à rénover où il fallait vraiment appliquer ce qu'on apprenait. Mais cette formation, elle a duré 8 mois. 4 mois de formation technique et 4 mois de formation, on va dire, générale. Voilà. Avec d'autres publics, on aura d'autres besoins. Et c'est cette capacité à s'adapter aux spécificités des gens qui devraient être agiles. Mais il manque, comme disait Michel, encore le support, le socle du diplôme, en tout cas du Sésame, qui permet après de pouvoir évoluer comme dans le bâtiment classique. Ça manque encore, en tout cas pour la terre crue. Nous, on forme et on certifie. C'est une certification qui est intéressante parce qu'elle ouvre sur le territoire européen. Et ça, c'est intéressant aussi pour
l'acquisition de l'expérience quand on est artisan. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans, comme Frédéric, qui sont formés aussi en faisant des chantiers, en voyageant, en ayant des lieux d'expérience à travers le monde. Et c'est possible avec la certification qu'on donne, qui s'appelle ECVET. Mais l'ancrage, l'enracinement dans le système conventionnel pour la terre crue est encore à construire. Oui, on peut parler de ECVET, du référentiel. Donc ECVET, ça a été, c'est un travail qui a été porté par l'association Aster, puis par d'autres professionnels du secteur de la construction en terre. Le but, c'était de monter un référentiel de formation qui soit adapté à tous les niveaux de compétences de la construction. Donc ça va de la personne qui est sous supervision directe à la personne qui est autonome sur le chantier, puis ensuite à l'artisan qui fait de A à Z tous ces devis et jusqu'au service après-vente. Donc ce référentiel-là, il a plusieurs unités. Fabrication des mortiers, disons qu'il balaye plusieurs techniques de construction en terre crue, la maçonnerie, les enduits et la maçonnerie monolithique comme le pisé ou la bauge. Et en plus, c'est décliné donc, par niveau et par unité de savoir-faire. Fabrication des mortiers, pose des mortiers, entretien et réparation, etc. Ce référentiel, il a été créé à niveau européen. Disons que les apports à ce référentiel viennent de plusieurs pays d'Europe, de 12 de mémoire. Et en fait, le but, c'est de préfigurer un titre professionnel. Et du coup, de donner les bases de contenu d'une formation qui pourrait entrer ensuite dans un titre professionnel et qui sont propres à la terre crue pour le coup. C'est réfléchi à partir de la filière, c'est réfléchi à partir du matériau. Et ça s'adaptera, la personne ensuite est capable de s'adapter au milieu dans lequel elle se trouve. Donc cet effort, il est significatif pour deux raisons, je trouve. Une, c'était cette approche européenne, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que les personnes qui travaillent dans le biosourcé aujourd'hui, elles ont puisé leurs expériences à de multiples sources. Elles ont voyagé, elles ont fait un parcours assez proactif pour aller chercher les savoir-faire auprès d'artisans qui s'y connaissaient, auprès de structures particulières, etc. Donc c'est des personnes qui ont eu la possibilité de se former, de trouver les informations et de trouver leur lieu de travail. Donc il y a souvent une grande conviction derrière, déjà un certain niveau d'études, etc. Mais comment on s'adresse maintenant à des personnes qui n'ont pas ce bagage et cette capacité à se mobiliser. Et c'est aussi une grande reconnaissance du coup d'une part des flux migratoires et d'une autre part de la mobilité des personnes dans leur vie et dans leur exercice professionnel. Donc un parcours professionnel, on sait très bien que c'est pas linéaire. Et en particulier dans le bâtiment, on peut très vite toucher à tout quand on aime ça et qu'on est débrouillard. Donc en fait, c'est aussi une possibilité d'aller suivre des modules tout au long de la vie pour valider et améliorer des compétences. Ou faire reconnaître une compétence qu'on a déjà acquise sur le tas. Parce qu'en fait, on va rencontrer beaucoup de personnes qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont un grand savoir-faire. Donc se pose la question de l'entrée en activité de toutes ces personnes. Il y en a qui ne vont jamais prendre une charge de chef d'entreprise parce qu'elles ne sont pas préparées à cet endroit-là. Mais elles ont un grand savoir-faire. Mais du coup, elles restent dans un circuit moitié informel. Comment on invite aussi ces personnes à rejoindre un effort qui se structure? Donc comment on forme aussi des chefs d'entreprise, des personnes qui ont cette capacité à fédérer une équipe sur un chantier, des encadrants techniques. C'est un autre niveau c'est une autre frange en fait qui est très carencée en général dans la construction. Moi je le voyais, j'ai pas une longue expérience en tant qu'architecte, mais en général ce qui manquait sur les chantiers, c'était un bon encadrant. Parce que la force de travail, elle était là.
la direction et la présence sur le chantier d'une personne qui a toute cette conscience, et cette conscience écologique, parce qu'on peut aussi parler des déchets. Comment on ne va pas apprendre dans une formation, en fait, à ne pas jeter la terre avec le ciment pour que ça parte dans une benne à gravats. En fait, comment on acquiert toute cette culture de comment on va mettre au compost une paille qui a servi. Voilà, c'est comment on acquiert toute cette culture, ça passe par la formation et ça passe par un bon encadrement. Merci beaucoup. Ouais. Je fais pas partie de la table ronde normalement, mais ça m'intéresse tellement, j'aurais envie de partager une petite... Ouais, bien sûr. Juste alors pour faire court sur cette dernière phrase que tu as citée, comment on fait pour ne pas mettre la terre avec le ciment dans la benne. Je suis pas d'accord sur la qualité des formations CAP, charpente, etc. Il y a quelques années, j'ai eu un apprenti charpentier qui partageait pas du tout ma vision il fallait mettre d'apprentissage. Il partageait pas du tout ma vision de la charpente en bois d'arbre, en bois massif, peu transformé, local, pas droit, etc. Ça a été laborieux. Il a fait avec moi l'exploitation des arbres en forêt, l'abattage, le débardage, le sciage, l'équarrissage à la main, à la hache, transformer des poutres, des arbres en poutres à la hache pour un musée. Quand il est parti de chez moi, il y avait toujours plein de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, mais il mettait plus un bout de bois à la benne, parce qu'il savait la valeur de ce morceau de bois, d'après avoir été le chercher en forêt, de l'avoir tourné, de l'avoir sué sang et eau sur ce bout de bois, il avait appris la valeur de la matière. Vraiment. Et ça, c'est parce qu'il avait la maîtrise, il avait acquis cette maîtrise totale, cette vision d'ensemble. Donc ça, on peut quand même l'éveiller, je pense, en donnant une vision plus large, transversale, par l'expérience, et qui manque cruellement aujourd'hui dans la formation. Merci beaucoup. Ouais. Oui, on peut emmener les personnes. Ouais, après on arrête, mais on peut de la même manière qu'en tant que citoyen, on pourra aller visiter les endroits où sont traités nos déchets, notre poubelle. On peut le faire aussi dans n'importe quelle formation, c'est-à-dire c'est vrai qu'avec la terre, de tous les essais qu'on fait, par exemple, on fait exprès, on les vide dans un sac, dans un grand sac, et c'est avec ces essais, ces restes de terre qu'on fait les enduits de corps, ceux qui sont dedans, qui ne se verront plus. Et du coup, il y a jamais de terre qui reste sur le carreau. Ça n'existe pas. Chaque grain est utilisé et remonte sur le mur à un moment donné. Et puis au pire, on la remet au jardin. Et au pire, on la remet au jardin. Mais non, c'est vraiment, il y a quelque chose de montrer, de mettre en lumière la filière, mettre en lumière les liens, et ça peut se faire depuis l'école maternelle. Et si on le fait tout le temps systématiquement pour tout, et même si on le fait à l'âge adulte pour soi, de dire ah oui, quand je démantèle ça ou quand j'envoie ça au rebut, qu'est-ce que ça fait? Alors on progresse très vite, parce que c'est ce que tu dis, on a senti l'effort. Et c'est de ça qu'on va parler dans la deuxième table ronde. Exactement, donc on va installer le deuxième table ronde. Moi je vais juste vous demander une petite interruption de 5 minutes.